Nous avons une restriction. Les gars, maintenez le live. Nous avons une restriction. Bon, je ne suis pas sûr si j'ai dit quelque chose de mauvais, hein, ou bien c'est un signalement. Oh, c'est pas grave. Hein, les gars, vous voyez? On continue. Écoutez. La France-Afrique se doit de mourir. Et il faut qu'elle meure. Les coups d'État. Écoutez ceux qui parlent. Remplacer les chefs d'État. Ceux qui disent que la France-Afrique n'existe pas. Voilà les Blancs, les journalistes reconnus sur une chaîne française internationale qui s'asseye grando et qui parle de la France-Afrique et qu'elle doit mourir. Mais vous qui êtes des Noirs, vous qui êtes des Togolais, vous dites qu'il n'y a pas la France-Afrique. Mais le début même, il va expliquer cette France-Afrique. Cette France-Afrique qui change les chefs d'État. Changer un chef d'État ne va pas changer votre pays. C'est la structure. Et il faut changer. Il faut couper les ficelles qui lient les marionnettes, nos chefs d'État, les gouvernements, avec ces colons. Avec ces France-Africains. C'est comme ça qu'on se libère. On y va encore. Néable et corvéable à merci. Juste. Attendez. Écoutez bien. La France-Afrique se doit de mourir. La France-Afrique se doit de mourir. Les coups d'État, mettre en place les chefs d'État, monnayable et corvéable à merci. On les mettait en place, tout cela à la suite du système mis en place par le général de Gaulle et actionné par Jacques Foccart. On choisissait les chefs d'État qui permettaient à la France d'avoir la main mise sur toutes les matières premières de ces pays. Vous comprenez? Et le côté obscur, c'est pas moi qui dis ça, c'est eux-mêmes. On étouffait les oppositions, on aidait à les mettre en prison. Et en 2011, comme vous le savez, j'ai dénoncé tout cela. Venant de moi, ça avait de la valeur, mais ça n'a pas empêché la presse médiatique de me tomber dessus. Mais je l'ai dénoncé. La France-Afrique se doit de mourir. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? C'est un des rares journalistes qui a pris le bâton de pèlerin, ce bâton de pèlerin-là, pour défendre et lutter contre la France-Afrique, pour exposer la France-Afrique. Il parle de comment ils ont étouffé nos oppositions. Et je vous ai dit, l'opposition togolaise est déjà étouffée. L'opposition togolaise ne peut plus respirer. Elle est étouffée. La seule façon de trouver de l'oxygène, c'est de venir derrière cette révolution et de prendre de l'oxygène. Ils ont mis l'opposition en prison, ils ont étouffé l'opposition et ils ont, cette France-Afrique choisit les chefs d'État, remplace les chefs d'État quand ils ne les respectent plus pour pouvoir mettre la main sur les ressources minières. Et cet accord a été signé, cette convention, pour mettre la main sur nos ressources minières. Et le phosphate même, nous n'avons même pas la propriété intellectuelle du phosphate que nous avons. Notre propre phosphate. Nous n'avons pas la propriété intellectuelle de ça. C'est comme si tu as une chanson et on te dit que cette chanson ne t'appartient pas, alors que c'est toi qui as composé. Alors que c'est toi qui as écrit la chanson, tu l'as chantée et tu me l'as montrée. Et je te dis que cette chanson ne t'appartient pas, ça m'appartient. Ça n'existe pas. Tu peux avoir des milliards. Cette chanson ne t'appartient pas. L'artiste va récupérer cet argent. Nous sommes l'artiste du phosphate du Togo. Nous devons nous lever pour prendre ce phosphate. C'est comme ça que nous devons lutter. Je vous joue encore quelques audios. J'en ai plein. J'en ai plein. J'en ai plein. L'homme le plus riche était en Afrique. En Afrique de l'Ouest ici, je pense bien du Mali.
Comment faisait-il pour qu'aujourd'hui, à partir de quelques décennies en arrière, tous nos jugements d'or sont donnés aux autres pour qu'ils viennent exploiter et faire ce qu'ils veulent? Nos ancêtres étaient plus intelligents que nous et nous sommes plus bêtes qu'eux. Comment avons-nous fait pour devenir plus bêtes? Et un révolutionnaire, ça dit la vérité. Ça peut faire mal, mais il faut le dire. Hey there, home care agency owners. Why is it that some... Ok, vous avez entendu? Comment se fait-il que le plus riche du monde était un Malien qui donnait même de l'or aux étrangers qui visitaient le Mali, l'empire du Mali, qui visitaient, il leur donnait des cargos d'or, des bâtons d'or, prenez. Il était tellement riche. Quelques décennies après, nous sommes les pays les plus pauvres au monde. Comment se fait-il que nos ancêtres sont tellement intelligents? Comment se fait-il que nos ancêtres, même dans le flair, contre l'esclavage, contre la colonisation, ont décidé de laisser leur peau, de verser le sang pour lutter? Nous avons l'histoire. Quand nous parlons de l'Empire du Soudan, quand nous parlons de l'Empire du Mali, quand nous parlons des royaumes, quand nous parlons des grands combattants qu'on a eu, des grands guerriers. Mais comment se fait-il qu'eux, ils étaient si courageux et nous sommes devenus si lâches? Les gars, le live est totalement attaqué. Hein. Ça va continuer par descendre. Comment se fait-il que nous sommes devenus si lâches? Comment se fait-il que nous attendons toujours un sauveur alors que nos aïeux ont refusé d'attendre un sauveur? Ils ont refusé. Nos ancêtres n'avaient pas de fusil, mais ils ont lutté contre le fusil. Ils ont lutté. Nos ancêtres ont lutté contre des grands cargos, des grands bateaux que ces blancs-là ont construits. Ils ont trouvé des moyens pour drainer certains de ces bateaux, pour les enfoncer dans l'eau. Comment se fait-il qu'eux, ils étaient si intelligents et nous sommes devenus si bêtes? Comment se fait-il qu'ils étaient forts et nous sommes faibles? Comment se fait-il qu'ils avaient cette mentalité protectionniste et nous sommes là, nous voulons nous allier seulement aux colons? Comment? Est-ce que nous nous posons cette question? Nos ancêtres étaient très intelligents, nous sommes bêtes. C'est pas moi qui le dis, c'est Ibé qui le dit. C'est Ibé, c'est pas moi. Il ne fait que répéter ce qu'il dit et renchérir. C'est la question que nous devons nous poser. Maintenant, écoutez ceci. Écoutez. Quel gâchis. Quel gâchis, écoutez. Et donc, la bande du Sahel, le parallèle n'est pas totalement judicieux peut-être, mais la bande du Sahel est vraiment un endroit stratégique pour le monde, pour l'Europe, pour la France et pour notre liberté. Et vraiment, ne partons pas du Sahel. Nous avons vocation à y rester. C'est de notre avenir. C'est notre avenir. Ça, c'est dans le Sénat. Il y a quelques jours, français. Oh non, je pense que c'est l'Union européenne. Non, c'est l'Union... Hey! Je dois aller revoir. Je ne sais pas si c'est l'Union européenne ou bien dans le Sénat français. Que cet homme-là est en train de dire qu'il ne doit pas partir du Sahel, que l'avenir de la France en dépend. Vous avez écouté? La France ne doit pas partir du Sahel. Que l'avenir... Écoutez, je vais rejouer encore une fois. Écoutez très bien. Avenir. Où est ça? Quel gâchis. Quel gâchis. Et donc, la bande du Sahel. La bande du Sahel. Le parallèle n'est pas totalement judicieux peut-être, mais la bande du Sahel. Ce n'est pas totalement judicieux peut-être, mais ils s'en fichent pas mal. On doit aller occuper ça. Écoutez bien. Sahel est vraiment un endroit stratégique. C'est stratégique. Pour le monde, pour l'Europe, pour la France et pour notre liberté. Et vraiment, ne partons pas du Sahel. Non. Nous avons vocation à y rester. Vocation à y rester. C'est notre avenir. C'est notre avenir. Ça veut dire que leur avenir dépend d'un pays. Ils doivent en faire une vocation. Une vocation. Les gars, je vous dis que cette lutte panafricaine contre la France-Afrique, elle est
impératif pour la libération des pays africains, par ricochet, le Togo. C'est ça qui fait que tu es en train de payer des impôts au lieu de recevoir des aides. C'est ça qui fait que tu n'arrives pas à vendre, parce que l'argent ne circule pas. On continue. On continue, hein? On doit continuer. Les gens, chaque mois ou chaque 2 mois, il faut qu'ils courent aller à Paris, aller prendre les ordres. Et revenir pour appliquer. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Les gens, chaque mois ou chaque 2 mois, il faut qu'ils courent aller à Paris. C'est la deuxième fois que Ibé nous dit ça. La dernière fois, il avait dit ça clairement, que quand nous parlons aux autres chefs d'État, ils nous félicitent de ce qu'on fait. On dit, mais pourquoi vous ne faites pas? Ils disent que, on ne peut pas parce qu'ils ont quelque chose contre nous, ils vont nous faire des coups d'État, ou bien ils vont nous humilier, patati patata. Et quand je vous dis ça, je vous dis que le Togo est une marionnette de la France-Afrique. Vous n'écoutez pas. C'est ce qu'il dit. Que des gens, des présidents, doivent chaque mois aller dans les pays occidentaux, que ce soit la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, la Hollande, l'Espagne, pour prendre des ordres. Vous voulez écouter ça encore? Écoutez bien. Ici, il a dit les gens, dans son interview, il a dit, nos collègues qui nous appellent, je ne peux pas donner des noms, c'est ce qu'il a dit, allez revoir son interview. Ils courent aller à Paris, aller prendre les ordres. Et revenir pour appliquer. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Les gens, chaque mois ou chaque 2 mois, il faut qu'ils courent aller à Paris, aller prendre les ordres. Vous avez entendu? On continue. Écoutez encore. Sous Emmanuel Macron, la France a perdu l'Afrique. Ça, c'est la réalité. Les 14 pays qui faisaient autrefois le précaré, dont il vient de dénoncer l'existence, eh bien, le précaré, c'est ça ce qui nous donnait une posture internationale, un poids international. On pesait dans la marche du monde parce qu'on avait l'Afrique derrière nous. Ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'on vient de perdre l'Empire. On a perdu le Mali et on a M. Bagayoko en échange. Voilà la réalité crue de ce qui se passe aujourd'hui en France. Vous avez un maire malien à Saint-Denis, mais la France, elle est... Non, vous avez un maire français. Un maire, oui, mais d'origine malienne à Saint-Denis, et vous êtes indésirable au Mali. On a été chassé du Mali. Mali Bagayoko, il peut faire ce qu'il veut. Personne ne l'attaque dans l'espace médiatique parce qu'en fait tout le monde a peur de l'attaquer. Pour des raisons que vous comprenez évidemment, privilège rouge. Sous Emmanuel Macron, la France a perdu l'Afrique. Vous entendez, les gens là ne dorment pas. Les pays du Sahel est comme ils l'ont toujours dit, et dans le rapport de l'EGE, ils se sont donné 50 ans pour récupérer encore le Mali, le Niger et le Burkina. Pourquoi? Parce que c'est à travers ces pays-là qu'ils arrivent à contrôler la sous-région. C'est eux qui envoient des terroristes. C'est eux qui envoient des djihadistes. Et au nom de ces terroristes et de ces djihadistes, ils viennent prétendre nous aider à nous défendre pour piller nos biens. Aujourd'hui, regardez, c'est des causeries sur un plateau de journalistes. Regardez le dédain, la colère contre Macron. En réalité, les gens qui sont contre Macron ne sont pas contre Macron parce qu'il est un mauvais président. Hein. C'est l'Afrique qu'il a perdu, côte à côte. Mais le peu qui reste là, il ne veut pas lâcher le Togo. C'est pour cela qu'ils sont revenus la dernière fois réitérer la force à Fort Issosina Nyassimbe. C'est pour cela qu'ils ont réitéré leur choix. Ils ont imposé ce choix au président Talon, celui qui vient de le remplacer. Regardez celui qu'il a nommé comme conseiller. Un agent de la DGSE. Un agent de la France-Afrique. Qu'il a nommé Claudicia. Comme qui? Comme qui? Conseiller. Et quel conseil il va leur donner? Non, il n'est pas un conseil. Il est surveillant. C'est comme ça ils disent. Vous vous rappelez l'année passée, qui était le conseil de Fort? Je vous ai montré ça. Il y avait un Indien et il y avait qui? Ce ne sont pas des conseillers, c'est des surveillants. Ils surveillent pour dire
ce que vous êtes en train de faire. Pour être sûr que vous êtes en train de faire ce que vous avez dit que vous voulez faire. C'est ça le grand problème que vous ne comprenez pas. Regardez, une discussion sur un panel de télévision. Écoutez encore la colère. Le fâchement des fâcheux. Sous Emmanuel Macron, la France a perdu l'Afrique. Ça, c'est la réalité. Les 14 pays qui faisaient autrefois le précaré, dont il vient de dénoncer l'existence, eh bien, le précaré, c'est ça ce qui nous donnait une posture internationale, un poids international. On pesait. C'est l'Afrique qui donnait un poids inter. La France n'a rien, à part le vin, mais qui reste et boit matin, midi, soir. Si ce n'est pas seulement moi, Marc Nda, le soulard. Mais le chocolat, est-ce qu'ils ont une noix de coco ou bien de cacao là-bas? Ils n'en ont pas. Le café, ils n'en ont pas. Le pétrole, ils n'en ont pas. Ils ont plus de réserves d'or que le Mali qu'ils pillent. Parfois, quand Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tiani étaient venus, ils n'avaient pas de réserve d'or. C'est maintenant qu'ils ont commencé par ramasser des réserves d'or. Tout l'or là, ça allait en France. Les gars, il faut un changement structurel, un changement profond des structures socio-économiques et politiques. Sinon, si vous remplacez, si moi, Marc Nda, je m'en vais remplacer fort tout à l'heure, je serai une marionnette. Si je veux faire ce que je suis en train de dire là, hein, le lendemain, il y aura un coup d'État. Simple. On va me coller un vol, je serai dans Jeune Afrique, hein, on va me coller de l'argent que j'ai déposé quelque part et on va m'éliminer d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Maintenant, il y a des gens qui disent que il n'y a pas d'accord. Alors que les Blancs eux-mêmes, ils parlent des accords secrets. Ils s'énervent des accords qui ont été coupés. Ces accords-là, attendez, il y a un document, je vous ai dit la dernière fois que les 11 accords-là, secrets, existent. Ça a été un objet au Congrès américain ici. Les gens ont introduit ça. Il y a eu une bataille. Les gens ont voulu que ça s'éteigne, qu'on dise qu'il n'y a pas d'accord. Mais finalement, tous, on est d'accord qu'il y a des accords. Parce que les Blancs, eux-mêmes, ils en parlent maintenant. Et ils en écrivent dans des articles. Comment l'appelle-t-on? Dans des journaux vraiment, comment l'appelle-t-on? De renommée. Quand je lis ceci dans, quel est le journal? Le journal, où est ça? Quel est le journal? L'Indépendant, là, c'est un journal français, non, n'est-ce pas? C'est ça? C'est un journal français? Oui, ok. Quand je lis ça, ils disent, ils parlent de la France-Afrique. De la France-Afrique. Je vais essayer d'ouvrir celle-ci aussi sur mon téléphone pour vous montrer. Ok. Hey! Pour les 11 accords là, c'est dans Bloomberg. Hein? Vous connaissez, non? Un journal mondial, hein? Une chaîne internationale basée aux États-Unis et en Angleterre. Il est dans presque tous les pays. Très reconnu. Qui parle des 11 accords. Regardez. Bloomberg, en vert là-bas. Les 11 accords. Mais je vais parler de la France-Afrique d'abord et je vais revenir lire cet article de Bloomberg sur les 11 accords. La France-Afrique, un pacte colonial qui pèse lourdement sur la destinée de plusieurs pays et nations. Des décennies après l'accès à l'indépendance, ces pays continuent à déposer 50% de leurs réserves de change au Trésor français. Vous dites que c'est fort seulement qui a le problème.
Faure n'est qu'une marionnette. Il n'a pas... Tout d'abord, à part les pillages qui sont dans cet accord dont je vous ai parlé, hein, la France-Afrique, écoutez bien, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce journal-là. Des décennies après l'accès à l'indépendance, ces pays continuent à déposer 50% de leurs réserves de change au trésor français. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Et quand on dit ça, les gens nous posent la question. Est-ce que c'est la France-Afrique qui doit construire les routes? Est-ce que c'est la France-Afrique qui est sur le pouvoir? Est-ce que c'est la France-Afrique qui doit construire les... Ouais. Des décennies après l'accès à l'indépendance, ces pays, dont le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, hein, et le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, République du Congo, le Gabon, ces pays continuent à déposer via leur banque centrale 50% de leurs réserves de change au trésor français en vertu du dit pacte colonial. Qui vous dit que ce pacte-là n'existe pas? Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Ces pactes existent bel et bien. Ok? Écoutez, selon l'économiste sénégalais Sanou Mbaye, ex-fonctionnaire à la Banque africaine de développement BAD, la France investit ses réserves qui représentent des dizaines de milliards de dollars dans des bons du trésor qu'elle utilise ensuite pour garantir les prêts qu'elle lève pour financer son propre déficit public. L'argent là, la France prend ça. C'est dans cet argent-là qu'on nous fait des prêts. C'est dans cet argent-là qu'on finance et qu'on achète des bons pour financer quoi? Les dettes françaises. Eux, ils prennent notre argent pour payer nos dettes. Ça veut dire que si la dette française est de 50 milliards, s'il arrive à payer 50 milliards, nous avons une dette de 50 milliards. Et au-dessus de cela, s'il arrive à nous prêter 50 milliards, nous avons une dette totale de 100 milliards. Parce que l'argent est pris chez nous et nous est prêté avec intérêt maintenant. Maintenant, ça dépasse 100 milliards. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Le problème du Togo, si on n'avait pas cité le Togo ici, vous allez dire que je suis en train de mentir. Écoutez bien. Hein. Les taux étaient de 100% de 1945 à 1975, puis fixés à 65% à partir de cette année et est observé avec discipline par les États concernés. Écoutez bien, si la France te passe 1 million d'euros, tu vas payer 2 millions d'euros. De 1945 à 1975, on payait 100% d'intérêt. Actuellement, là, c'est 65%. Qui peut sortir de cette dette? Ça n'existe pas. Ici, quand tu vas prêter de l'argent à la banque, les taux sont à 6%, 7%. Quand ça ne va pas, quand il y a inflation, tu vois 10%, 11%, 15%. 65%. Ça veut dire que si tu prêtes 1 million, tu dois payer 1 650 000. Maintenant, si tu n'arrives pas à payer, les intérêts là, ça s'accroît sur ce que tu dois payer, 165 millions. Maintenant, les intérêts, ça augmente. Ce n'est plus en 1 an, 2 ans, au lieu de 105%, des fois, ça va jusqu'à 120%. Faites des calculs. Allez voir les modalités de paiement et venez mettre l'intérêt là pour voir si dans 10 ans, vous allez encore avoir 105%. Ils ont multiplié l'intérêt qu'on les charge par 10 pour nous donner ça. 6%, 6,5%, 4%, 3%. Eux, ils viennent nous donner 5%. Avant, c'était 100%. OK? Voyez donc. Le taux était à 100% de 1945 à 1975, puis fixé à 105% à partir de cette année,
et est observé avec discipline par les États concernés, avisent les experts. Ok, cette proportion a néanmoins été amenée, fait-il observer, de 105% à 50% pour les extérieurs, pour les avoirs extérieurs de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, conformément. C'est-à-dire que si vous ne déposez pas l'argent, écoutez, hein, vous voyez que c'est pire. Si vous déposez l'argent, quand vous prenez une dette et que vous déposez ça dans vos banques centrales, ou bien vos banques, vous allez payer 105%. Mais si vous laissez l'argent là, dans notre banque, que nous pouvons utiliser, parce qu'il y a une loi, par exemple, aux États-Unis, en France, la banque a le droit d'utiliser, si tu mets 100 000 dans ton saving ici, la banque a le droit d'utiliser 90% comme investissement. Tout ce qu'il doit faire, c'est que quand tu viens pour réclamer, que cet argent-là soit disponible pour toi. C'est tout. Mais au moment où c'est pour ça que les banques aiment les saving accounts, hein, les comptes d'épargne. Maintenant, ils disent que hey, si vous déposez ça, c'est 105%. Mais vous voyez, je peux enlever 15% si vous prenez. Donc, nos chefs d'État, ils prêtent l'argent, ils déposent, quand ils ont un projet de 20 ans, et ils prennent par exemple 5 milliards de dollars, un projet de 10 ans, un projet de 5 ans, ils déposent dans les banques du colon. Le colon utilise cet argent-là. Il peut prendre maintenant cet argent-là pour prêter encore à un autre pays. Il peut utiliser les 5 milliards-là 10 fois avant que tu ne touches ça. Parce que l'argent-là serait toujours disponible, ils vont prêter 5 milliards à 10 pays, ça fait 50 milliards. Parce que chaque fois que vous allez venir, il y a des conditions pour retirer l'argent. Il y a un montant que vous ne pouvez pas dépasser. Il y a une justification de l'argent que vous prenez. Alors qu'il y a un contrat. Vous voyez ce que c'est que la France-Afrique, non? Vous comprenez ce que c'est que la France-Afrique maintenant? Donc, on dit que cette proportion a néanmoins été amenée, fait-il observer, de 105% à 50% pour les avoirs extérieurs nets de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, conformément à l'avenant signé le 20 septembre 2025. Et ça là, c'était seulement signé en 2005, hein, à la Convention de compte d'opération du 4 décembre 1973. Vous voyez, il y a encore une convention de 1973 entre tous ces pays-là. Ça s'appelle Convention de compte d'opération. Je vous dis, il y a tellement de conventions. C'est pas moi qui ai cité ça. Puis, il en était de même pour la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, en vertu de la nouvelle convention de compte d'opération signée le 5 janvier 2007 et qui a abaissé la quotité graduelle jusqu'à 50%, taux appliqué depuis le 1er juillet 2009. Les États de la BCAO et les États de la comment l'appelle-t-on, BCAO et l'autre là, c'est comment ils appellent ça, BKO ou bien quoi, BCAO, l'autre là, c'est quoi? BCAO et l'autre là, BEAC, pardon. La BCAO et la BEAC, c'est la même chose. C'est toujours des conventions. Merci, The Youngest. Merci. Hein? C'est toujours des conventions. Cette coopération monétaire entre la France et les ex-colonies est régie par 4 principes fondamentaux. Garantie de convertibilité illimitée apportée par le Trésor français. C'est-à-dire que si vous déposez l'argent là, hein, c'est garanti que vous pouvez convertir l'argent là en CFA au nombre de fois que vous voulez. Et quand on convertit le franc l'euro ou bien le franc français en temps, en franc CFA, y a-t-il pas d'intérêt? Et ouais, cette coopération monétaire entre la France et les ex-colonies est régie par 4 principes. La garantie de convertibilité illimitée apportée
par le Trésor français, fixité des parités, ok, libre transférabilité et centralisation des réserves de change, indique le site officiel de la Banque de France. C'est la Banque de France qui dit ça, hein. Venez me dire que je suis en train de mentir. C'est la Banque de la France. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas honte, ils nous disent parce que... Mais qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Pour cacher quelque chose des Africains, il faut l'écrire. Parce que nous ne lisons pas. Il faut le mettre à l'écrit. C'est comme ça qu'il faut cacher. Parce que c'est garanti que nous n'allons pas lire. C'est garanti. Les renflouements du trésor de la métropole par les colonies remontent au 19e siècle. Les autochtones, payaient alors un impôt de capitation à la métropole. Une imposition par tête d'habitant, mais aussi pour les biens personnels. Je vais m'arrêter ici et vous jouer une vidéo. La raison pour laquelle je me suis arrêté de jouer des vidéos, parce que si je vous joue la vidéo là, vous allez dire que c'est faux. Eux-mêmes, ils l'ont écrit sur le site. Hein, c'est les Français qui ont écrit ça. Je vais vous jouer cette vidéo et on va revenir. Regardez. Je pense que la vidéo est ici, n'est-ce pas? Allez voir. Attendez. Je pense que c'est ça, non? Attends. Et si ce n'est pas ça, je vais me tuer. Je vous donne un exemple. Attendez. Nous, on a une rue à Douala qui s'appelle rue Gallieni. Gallieni, oui. Voilà, c'est aussi, ça montre. Nous sommes encore doublement idiots d'avoir à Douala une rue Gallieni. Écoutez bien ce qui est taxé. Hein. Écoutez très bien. Les gars, regardez, on est à le nom temps. Comment on va financer la colonisation du Cameroun? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que contrairement aux Allemands, les Allemands disaient, nous, on n'a pas les moyens pour avoir plusieurs colonies. Donc, on a le Cameroun, on a le Togo, on a la Namibie et la Tanzanie. La France dit, non, moi, je veux du Sénégal jusqu'à Djibouti. Je veux de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Indien. Wow. Mais la France n'a pas les moyens. Alors, c'est nous, les colonisés, qui avons financé la colonisation. Alors, il y a de la fronde qui va s'organiser au Cameroun. Les Bamileke de l'Ouest, bon, il écrit dans sa lettre les gens de l'Ouest du Cameroun. Ils vont décider de ne pas être des salariés français. Sauf que ceux qui étaient salariés ne savaient pas, c'est qu'on coupait 60% du salaire pour donner aux colons pour financer la colonisation. Incroyable. Pause. Parce que vous n'allez pas croire ce qu'il va dire à la suite. Je vous relis ceci. Hein. Je vous relis ceci avant de dire que oh, ça ne peut pas être vrai. Ce qu'il taxait là. Écoutez bien. Les renflouements du trésor de la métropole par les colonies remontent au 19e siècle. Les autochtones payaient alors un impôt de capitalisation à la métropole, une imposition par tête d'habitant, mais aussi pour les biens personnels, produits vivrières, chapelles, payés individuellement ou collectés par des commis locaux, selon l'historien et enseignant chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Moustapha Dieng. Expropriation et esclavagisme sont donc les maîtres mots d'une politique française qui ne fait que freiner la marche de ces ex-colonies, souvent définies comme étant sa propre chasse gardée, se dose. Ok, maintenant, écoutez le reste. Avant que vous ne dites que non, c'est pas vrai. Écoutez bien. Pardon. Et le fait de ne pas être salarié français, ça faisait qu'on ne pouvait pas ponctionner ce 60% sur les Bamileke. Donc, à la fin, c'est les Douala qui ont payé la colonisation. Donc, ils ont financé sans... Donc, Gallieni écrit au Parlement français pour dire qu'est-ce que je fais? Et les bêtis ont fait pire. On taxait les maisons. Et les bêtis ont pris un mot d'ordre qu'il faut éparpiller les maisons. Donc, le fonctionnaire français mettait toute une journée pour trouver 3 maisons. Ah, mais c'est pourquoi vous voyez, en pays bêtis, voilà. Les maisons sont éparpillées à travers la forêt. Jusqu'aujourd'hui. Ah, mais ça, c'est incroyable. Ça c'est notre histoire. On n'a jamais su pourquoi. Et c'est pas la fin de... Vous allez voir comment ils ont pu taxer la culture aussi, pour nous forcer d'adopter la culture française.
Les gens qui restaient ensemble, on taxait les maisons. Si les maisons sont ensemble. Maintenant, pour éviter les taxes, il faut éparpiller les maisons dans les forêts. Et ils disent que, ça continue. Ils ne continuent pas à vivre comme ça parce que c'est devenu, quoi? Une nature pour eux. Les gens qui épousaient 2, 3, 4 femmes, on a commencé par taxer les femmes. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Éparpiller les femmes. Alors que dans l'ensemble, dans autre temps, les femmes donnaient une force aux hommes dans l'agriculture, dans beaucoup de choses. Ok? Ils taxaient les vélos. Ils taxaient tout. Ils taxaient le nombre d'enfants. Donc vous êtes obligé de limiter le nombre d'enfants, alors que dans le temps, le nombre d'enfants, le nombre de garçons, le nombre de femmes donne 2 bras. Ils ont ainsi changé la culture. Vous allez voir, écoutez. Écoutez bien. Qui va raconter cela? Qui va enseigner ça? Pourquoi dans les pays, la partie côtière du Cameroun, les maisons sont très resserrées à des dos à la C'était une erreur. Vous voyez? Mais vous allez dans la forêt équatoriale, les Bétis ont corrigé l'erreur. Ils mettent une maison. Ils la mettent facilement les doigts là. Ah d'accord, ils mettent notre maison très très loin. C'est parce qu'ils voulaient échapper à la colonisation. C'est ça. Incroyable. Donc, ça, on nous a jamais appris ça. Voilà. Et donc, Gallieni. Gallieni écrit la lettre. Et qu'est-ce que je fais? Et pour ceux qui ne savent pas qui est Joseph Gallieni, il est né le 24 avril 1849 à Saint-Béat, Haute-Garonne, et est mort le 27 mai 1916 à Versailles. Est un général maréchal de France et administrateur colonial français. Rappelez-vous, tous ces pays que je vous ai cités avaient des administrateurs. Ils avaient des administrateurs, certains appelés gouverneurs. Le Togo en avait un. Ok, on y va. Cette Gallieni, c'était qui? C'était un boucher. C'est quelqu'un qui va torturer les Camerounais. Il va faire des centaines de milliers de morts ou à Madagascar. C'est lui qui va tuer le premier ministre de Madagascar lorsqu'il arrive. Il a exilé la reine. Un boucher. Je rappelle la reine de Madagascar. Elle était sur les monnaies. On frappait la monnaie à Madagascar quand la France a encore le frappe. Combien d'entre vous savent que Madagascar avait sa monnaie avant la France? Si tu savais, dis oui. Mais il est venu. Il a tué le premier ministre, a exilé la reine pour donner une leçon aux autres colonies. Vous voulez faire une monnaie, non? Et c'est ce qui est arrivé à la Guinée-Conakry aussi. Ils ont affaibli la monnaie. Voyez, non? Ceux qui pensent que la lutte que nous sommes en train de faire est une... la monnaie. Donc ils avaient une banque centrale à Madagascar. Et c'est Gallieni qui va mettre fin. Et il a eu Russie. Oui, il a eu voilà pour remercier de nous avoir torturés. Donc Madagascar a eu sa banque centrale avant la France. Oui, oui, bien sûr. Je dis monnaie, banque centrale, pardon, banque centrale, pas monnaie. Banque centrale. Gallieni va donc les coupeurs là, c'est banque centrale. Pour donner l'exemple aux Malgaches. Il va exiler la reine. Oui, exactement. Et à ce Gallieni, on donne une rue. Qu'est-ce qu'on lui répond au Parlement français pour le Cameroun? Et la meilleure manière de coincer les Bamileke, c'est de taxer la polygamie. Eh oui, ah bon? Eh oui, comme ils sont polygames, on va taxer la polygamie. On a taxé la polygamie. Incroyable. Et donc, ils ont fait à l'ouest, ils ont changé la façon de vivre. Si vous regardez jusqu'à aujourd'hui, l'homme à la maison, mais la maison des femmes, c'est éparpillé. Voilà. Donc, dis donc, mais vous comprenez ça, Florian Joubissier? C'est-à-dire que l'homme a sa maison, les femmes sont éparpillées. C'était pour échapper à la taxe coloniale. La taxe. Voilà, c'est les femmes qui sont éparpillées. Donc les maisons des femmes sont éloignées de la maison de l'homme. Donc quand on arrivait, la maison de l'homme, il n'y avait pas de femme. Il n'y a aucune femme dans la maison de l'homme parce qu'on veut taxer les femmes. On compte le nombre de femmes et on met un impôt. Et là, ils ont décidé donc d'éparpiller. Et aujourd'hui, on va dire que oui, la tradition bamileke, c'est que les femmes... Non, c'était un comportement de résistance contre la colonisation. Ils vont taxer les vélos. Les vélos? Oui, ils vont taxer. Donc, on autorise Gallieni de taxer les possesseurs de vélos. Encore ce Gallieni. Et nous, on lui a donné une rue. Une rue. C'est incroyable. Moi, j'ai pas bien suivi l'histoire de la polygamie là. Quand tu avais des femmes, où ils préféraient les séparer. Parce qu'en pays Bamileke, ils ont taxé les maisons. En pays Bamileke, ils taxaient dans les femmes.
Donc, comme les Américains sont des polygames, il y a les champions pour ça. Tu connais, non? Non, ouais, ok. Maintenant, ils taxaient la polygamie, donc il fallait maintenant éparpiller les maisons des femmes. Et les hommes ont construit maintenant les maisons en éparpillant les maisons. Et l'homme n'habitait plus avec aucune femme. Avec aucune femme. Oh, c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, les polygames n'ont plus les maisons différentes. C'était un comportement de résistance. Gallieni nous a fait ça. Gallieni nous a fait ça. Pour comprendre mon peuple, c'est Gallieni qui nous a fait ça. Et nous, on le remercie en lui donnant une rue à Douala. C'est pas possible, ça. Rue Gallieni. Mais voilà donc la colonisation telle que vue. L'histoire du Cameroun écrite par les Camerounais jusqu'au sud. Je vous donne un exemple. Nous, on a une rue à Douala qui s'appelle rue Gallieni. Gallieni, oui. Voilà, c'est aussi, ça montre que nous sommes encore doublement idiots d'avoir à Douala une rue Gallieni. Gallieni écrit au Parlement français une lettre dans laquelle il dit, il ne sait pas comment. Donc, ça a repris. Je voudrais que vous... C'est pour cela que j'ai voulu attendre et lire ceci avant de jouer ça. Parce que si je ne lis pas ceci, ce qu'il dit là, vous vous rappelez quand chef canton de Penzender avait humilié Camus Sali et Camus Sali a fait une réponse. Vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Camus Sali a parlé de ça. Il a détaillé comment, lui qui dit qu'il est chef canton de Penzender, comment ils étaient des esclaves, comment on percevait les taxes, comment ils devaient rentrer, comment ils se déplaçaient. Il a détaillé tout ça. Et il a dit, hey, sors encore, et là je vais revenir pour même détailler, tu vas voir. Il a dit que c'était une réponse humiliante à chef canton de Penzender. Ça dit que lui qui est là-bas, qui dit qu'il est chef canton de Penzender, il est un esclave. Vous vous rappelez? Voilà notre histoire. Ok? Mais les servitudes du pacte colonial que dément catégoriquement Paris n'en finissent pas. À part le versement d'une part de leur avoir en devise, le contrôle de la monnaie des pays en question, c'est contrôlé. La France réunit ça. Mais la banque, dites-moi, quelle banque fabrique le CFA? Quelle banque nous vend le CFA? Quelle banque est chargée de transporter? Qui fabrique? Qui change le franc? C'est pas la France? Alors, qui a donc le contrôle? Voilà. Voilà. À part le versement d'une part de leur avoir, le contrôle de la monnaie des pays en question, garantit à la métropole l'exclusivité des exportations des matières premières locales, le pouvoir du marché local pour les importations et la définition des politiques à adopter par les pays africains en question. On va aller un à un. Garantit à la métropole l'exclusivité des exportations des matières premières. J'ai lu ça ici la dernière fois. Ces produits-là ne sont pas taxés quand ils sortent. Et c'est garanti, c'est l'exclusivité. Le pourvoi du du marché local pour les importations et la définition des politiques à adopter par les pays africains en question. C'est eux qui nous définissent la politique que nous devons adopter. Et vous me dites que si moi je m'en vais remplacer fort aujourd'hui, je peux faire mieux que lui? Non. Il faut enlever ça là. C'est comme la dame qui était morte la dernière fois. Tout le monde ne voit que 180 000. Alors que le problème est plus profond. C'est le système sanitaire, le système médical que nous avons qui a assassiné cette dame. Je vous ai dit, la dame avait déjà un problème de 760 000 qui l'empêche d'aller et de recevoir des soins adéquats. Les 180 000, c'était seulement pour la rééducation membrane. C'est la vérité. Mieux s'attend avec l'adoption de la monnaie européenne euro comme encre monétaire du franc CFA. C'est l'encre monétaire du franc CFA et ce n'est pas le dollar. Alors que le dollar, c'est la monnaie internationale. Mais nous, notre encre, c'est l'euro.
Hey, 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 hey. Sans que le mécanisme de coopération de la zone monétaire en soit affecté, 1 euro est fixé à 655,95 francs CFA, contrairement aux autres monnaies dont les cours sont non seulement flottants, mais également maintenus au niveau le plus bas. La métropole impose ses règles et conditions en matière de convertibilité. Normalement, les monnaies, quand vous prenez le cedi, ça flotte. Demain, le prix du cedi peut être différent du prix du cedi aujourd'hui. Le naira demain peut être différent de ce qu'on a aujourd'hui. Mais le franc CFA est fixé. Ça n'a jamais changé. Maintenant, c'est à vous maintenant de voir combien il vous faut de CFA pour acheter d'euros. Si l'euro monte, nous dépendons de l'euro. Nous ne dépendons pas du marché. C'est consistant. Si l'euro monte, le franc CFA doit monter. Si l'euro descend, le franc CFA doit descendre. Hein? Alors que le cedi, l'euro peut monter, le cedi peut aller, le dollar, ils sont différents. Vous pensez que nous pouvons construire nos pays dans ces conditions? Parce que vous avez une bonne personne. Le président soudanais qui était venu, il avait une bonne idée. C'était un révolutionnaire. Aujourd'hui, il est considéré comme criminel et condamné par la Cour pénale de justice. Il est appelé criminel aujourd'hui, alors que c'était un révolutionnaire qui est venu pour révolutionner. Il a décidé de vendre le pétrole et de raffiner le pétrole dans son pays. Aujourd'hui, à cause de ça seulement, il y a une guerre incessable au Soudan. À cause de cela, le Congo, l'ancien Zaïre, il n'y a pas une seule minute, il n'y a pas piaou, piaou, chaque seconde, ça pète. En effet, il faut 1500 wons à la Corée du Sud, 15e puissance mondiale, pour avoir 1 euro. À l'Iran, puissance nucléaire, 14 500 rials, alors qu'il faut beaucoup moins de francs CFA, 655,95 pour avoir 1 euro. Une telle politique monétaire consacre une valeur du franc CFA profondément en déphasage avec les réalités et les valeurs. C'est-à-dire que, tout d'abord, ce serait difficile à... Yesu. Une telle politique monétaire consacre une valeur du franc CFA profondément